Téléspectateurs des tables rondes télévision, merci de nous gérer fidélité. Merci de nous suivre très régulièrement. Nous sommes dans le compte de votre magazine Table Ronde. Table Ronde sur Table Ronde Télévision, votre magazine qui traite des questions d'actualité politique en République démocratique du Congo, dans la province du Kassai central, ici dans la ville de Kananga où nous nous retrouvons. Sur ce plateau, nous recevons M. Samuel Bouanga. Il est chef de bureau d'études à la division provinciale euh, de relations avec le Parlement. Justement. Il est également conseiller, ancien conseiller, oui, du bureau d'études de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Monsieur Samuel Bonga, nous sommes avec vous sur ce plateau de table ronde de télévision. Merci et bienvenue. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, je m'appelle Patient Marcelin Moutebanzembele. Avec Samuel Bouanga, nous allons évidemment évoquer la question relative ou la situation actuelle à l'Assemblée provinciale du Kassai central. Comme vous le savez, ça fait plus d'un mois environ qu'aucune activité n'est organisée depuis l'ouverture de la session de septembre en cours. Vous même savez qu'il y a eu plusieurs malentendus, une crise qui a tellement perduré jusqu'à présent, aucune suite. Nous allons en parler avec lui. Et non seulement cela, nous allons également évoquer la question relative à la gestion du gouverneur actuel de la province d'Ikassé central, Joseph Moïse Kamboulunkonko. Une année après, il va aussi nous donner ses analyses par rapport à la gestion actuelle. Voilà, veuillez vous abonner très massivement, liker et aussi partager pour nous permettre d'être plus suivis et être plus visibles. Voilà, Samuel Bouanga, comment vous analysez la situation actuelle à l'Assemblée provinciale du Kassai central par rapport à tout ce qui y est arrivé? Merci beaucoup. C'est que je sais, monsieur le journaliste, je vous remercie d'abord d'avoir pensé à moi. Vous m'avez honoré en venant vers moi pour me poser certaines questions en rapport avec la situation de l'air. Je traite peut-être de deux manières, si vous voulez que je puisse vous répondre, monsieur le journaliste. Je vais y aller sur deux aspects parce que la question est très délicate. Ce problème que nous vivons aujourd'hui n'allait pas l'être, n'allait pas, il n'allait pas continuer à, à poser des problèmes à la communauté, à poser des problèmes à la province, à nos élus jusqu'à l'heure actuelle. Il y avait seulement un problème d'incompréhension. À partir du début, c'était question seulement d'un petit contrôle interne de l'Assemblée provinciale. Le contrôle interne existe, bien sûr. Les députés ont porté leur choix sur l'un de leurs collègues pour pouvoir les représenter à la tête de l'institution. Parce qu'il doit y avoir quand même un répondant direct de l'institution. C'est lui qui signe les documents, les décisions et les contrats au nom et pour le compte des honorables députés. Évidemment. Oui, l'Assemblée, bien sûr. Mais c'est l'un des députés. Ce sont ses collègues qui l'ont porté là-bas. Maintenant, ils avaient vu, il y avait une certaine opacité quant à la gestion des fonds issus de la dotation de l'Assemblée provinciale. Ce qu'on appelle communément les frais de fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Lorsqu'ils ont vu que notre enveloppe est amputée de 100 millions de francs à la fin de chaque mois, ils ont posé une pétition. La pétition n'est tout autre chose qu'une demande d'explication. Un moyen de contrôle. Oui, moyen de contrôle, parmi lesquels il y a la pétition. Et je ne veux pas parler de moyens de contrôle ici parce que je ne donne pas la leçon. Oui. Je suis en train de revenir sur la situation qui a survécu. Et la situation qui est survenue est que lorsque les députés ont voulu demander à leurs collègues membres du bureau déchus, bien sûr, les comptes, ceux-ci n'ont pas voulu se laisser à la gymnastique. Cette fois-là, ils n'étaient pas Cette encore fois-là, déchus. ils n'étaient même pas déchus. Oui, d'ailleurs, ils avaient la majorité. Oui, ils étaient plus nombreux que le camp qui avait demandé les explications. Ils étaient plus nombreux. Ils étaient prêts même à balayer. Ils pouvaient balayer cette pétition sans problème s'ils avaient accepté seulement de se défendre devant leurs collègues.
Mais ils ont été appelés plus à Kinshasa juste après, donc on peut dire 48 heures après la pétition. Ils ont été dépêchés à Kinshasa par la vice-ministre de l'Intérieur. Mais comme toute autorité voulant exécuter aux ordres d'autres autorités hiérarchiques, il ne devrait que obtempérer. Monsieur le journaliste, j'en sais quelque chose. Si vous voulez que je vous dise, ils ont été appelés à Kinshasa. Oui, bien sûr, ce n'est pas la première fois. Même l'année dernière, nous avons vécu les mêmes manœuvres dilatoires. L'année dernière, on avait encore demandé au bureau sortant de se justifier. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils sont partis de telle sorte que ça puisse tomber caduc conformément au règlement intérieur. Dès que ça dépasse 48 heures, 72 heures et la pétition tombe caduc. C'était une certaine manœuvre de ne pas accepter de se justifier devant leurs confrères. Maintenant, lorsqu'on les a appelés même à Kinshasa, mais il y a des documents à partir du ministère de l'Intérieur, le DIRECAB, du ministre, lorsque le ministre titulaire était en voyage, le DIRECAB avait interdit leur déplacement. Mais ils étaient partis tout de même parce que c'était dans leur avantage. Voilà cette incompréhension-là. Si on voulait faire ce qu'on appelle remue-ménage au sein de l'Assemblée provinciale à ce niveau, donc je pense que le problème ne devrait pas se poser jusqu'à l'heure actuelle. Lorsqu'il y a eu des problèmes, l'argent dont il est question ici, c'est seulement d'abord les 100 millions qu'on est en train d'amputer à la fin de chaque mois. Depuis le mois de janvier 2025, février, mars, avril, mai, jusqu'au mois de juin, on ne faisait qu'amputer une somme de 100 millions sur l'enveloppe globale appelée dotation ou les frais de fonctionnement de l'Assemblée, à partir de la source. Alors, les députés voulaient que celui qui est en train de gérer notre cagnotte puisse nous donner un peu les explications sur la disparition de ce montant. Mais ils ne s'étaient pas justifiés devant leurs collègues députés. C'est comme ça qu'ils avaient, pour leur intérêt, ils avaient préféré se rendre à Kinshasa. Alors, il y a eu une commission qui a été mise en place pour suivre de près cette situation dont vous évoquez. Il y a eu même les députés provinciaux, qu'ils soient ceux du camp 18 et aussi ceux du camp 16. Ils étaient, avant là, il n'y avait pas encore des choses des camps G16, G18, mais ils étaient envoyés à Kinshasa par les bureaux actuels, les bureaux plutôt Lukusa. Alors, pourquoi vous persistez à évoquer cette situation au moment où les comptes étaient même rendus au bureau? Oui, ça me fait rire, monsieur le journaliste, parce que à vous voir, apparemment, je vous vois toujours dans les séances plénières. Ouais. La commission était partie, bien sûr, mais de quelle commission s'agit-il? De quelle commission s'agit-il? Celui qui était accusé est allé maintenant pour chercher à se blanchir. Il est revenu. La justification, ce n'est pas ça, ce que vous appelez là. La justification devrait avoir lieu dans un cadre bien précis. Les honorables députés avaient préféré que le bureau se justifie devant leurs homologues dans la séance plénière. Et cette fois-là, la séance peut-être pouvait être à huis clos ou bien une séance à huis clos fermé ou huis clos ouvert ou bien la séance plénière proprement dite. Ouais. En ce moment-là, ils devraient se justifier. Mais ce que vous dites, ceux qui ont effectué la mission, leur qualité avait d'ailleurs été contestée. C'est comme ça que jusqu'à présent... Non, ils étaient des députés. La qualité était contestée parce qu'ils étaient accusés de co-gérer la situation. Les membres de bureau qui avaient effectué la mission, ils étaient aussi en même temps accusés. Donc, ils ne devraient pas se faire en même temps juge et partie. Oui. Alors, ce que je voudrais vous dire, en tant que technicien du bureau d'études, je préfère seulement que je reste dans ma neutralité au lieu d'aller à gauche ou à droite. Parce qu'en tant qu'un cadre administratif, il faut que je dise la vérité que moi-même je connais. C'est pour cela que je vous ai dit, comme nous sommes dans une impasse, je dois vous répondre de deux manières. Il y a deux aspects, sur l'aspect administratif et sur l'aspect politique.
actuellement, nous ne sommes plus à la phase du conflit, là, des pétitions. C'est une phase déjà révolue. Oui. Bon, la pétition a déjà été consommée et on a déjà viré les membres du bureau. Au moment actuel, il s'agit maintenant du problème qui est sur table, c'est le problème de la recomposition du bureau définitif. Évidemment. Le bureau qu'on voudrait recomposer, c'est un bureau qui doit tenir compte de la géopolitique. Vous comprenez? Le bureau doit tenir compte de la géopolitique. Ce que moi j'aurais demandé, peut-être que nos députés puissent avoir un peu de maîtrise, un peu de souplesse dans ce qu'ils sont en train de faire concernant la composition de ce bureau. Ils doivent éviter la mainmise venant de quelque part, un dictat de quelque part. Parce que nos députés eux-mêmes savent pertinemment bien que le quota de Dimbélenge, c'est la présidence. Donc, au moment actuel, chercher à chambouler les choses pour dire que on voudrait prendre autrement la géopolitique, déplacer la présidence de l'Assemblée provinciale de Dimbélenge vers Luisa, c'est là où le bas blesse. Et cela vient comment? Après l'achat de conscience. Après l'achat de conscience, la conscience d'un député doit être tranquille. Parce que normalement, la petite expérience que nous avons depuis la législature, la première législature de 2006, je suis certes sûr et certain que soit un gouverneur qui vient par imposition, soit les membres du bureau qui viennent par imposition, ces gens-là ne travaillent pas pour les comptes des honorables députés. Ils ne vont pas servir leurs collègues. Ils ont le dictat de ceux qui les ont imposés. Alors, là, sachez que les maîtres à penser qui donnent leur argent, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et dans la politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Lorsqu'ils ont financé, ils pourront soutenir. Alors, à l'Assemblée provinciale, en dehors de Daniel Lukusa, qui était déjà président, nous avons également pour le compte de Dimbélenge, le député Delphin Mbouyi, nous avons les députés Bambi Benjamin et aussi Jean-Paul Bambi. Alors, parmi les restes là, comment, sur qui pensez-vous qu'il peut occuper ces postes, selon vous, selon aussi vos propres analyses? Monsieur le journaliste, je dois vous dire quelque chose. S'il vous plaît, nous avons vu un document du caucus de Dimbélenge. Je voudrais en revenir. Allez-y. Dimbélenge, c'est une famille. Dimbélenge est une famille et la famille bien éduquée, des gens bien éduqués et des intellectuels qui réfléchissent. D'ailleurs, pour les élus de Dimbélenge, ils ont trouvé qu'il y avait des manœuvres quelque part. On voulait déjà détourner leur quota de Dimbélenge pour l'envoyer ailleurs. C'est comme ça qu'ils se sont réunis, les quatre, je dis bien, les quatre, pour contourner cette situation. Tous les quatre étaient ensemble. Je cite l'honorable Daniel Lukusaka Kupweki, l'honorable Delphin Mbouyi Fumu, l'honorable Benjamin Bambi Chitamuni et l'honorable Mbambi Mutamba Jean-Paul. Lorsque vous avez vu ce document-là, tous les quatre étaient ensemble. Et ils ont signé en âme et conscience que notre candidat qui doit occuper notre poste de notre quota à nous Dimbélenge, c'est l'honorable Delphin Mbouyi Fumu. Mais comment chercher encore des problèmes, des polémiques où il n'y en a pas? Chercher des poux sur la tête d'un chauve, c'est un problème. En tout cas, mais vous savez aussi la présidence où les choix d'un membre du bureau par les électeurs qui sont aussi les députés provinciaux émanent aussi de la recommandation de leur formation politique. Comment vous trouvez que cela sera facile? Les recommandations des formations politiques, partis politiques et regroupements politiques, bien sûr que oui. Nous avons vécu cela pendant plusieurs années, mais ça n'a pas bien payé. Il faut que cette fois-ci, au moins, nos députés se réunissent ensemble. Et où est-ce qu'ils peuvent se réunir? C'est autour de l'élection, le vote. C'est écrit alors que la présidence doit seulement revenir à Dimbélenge. Ce que vous dites là, je suis sûr que nous sommes pendant la législature. Et normalement, au cours d'une même législature,
et on ne peut pas changer les donnes. Oui, la Vous géopolitique. voyez? Donc, si vous avez des donnes ou une donne qui vous a amené à ce que la composition du bureau, la présidence soit occupée à Dimbélé. Nous sommes encore au cours de la même législature qui n'a pas changé. Ce quota-là revient de plein droit à Dimbélé. La présidence revient à Dimbélé. Il ne faut pas chercher beaucoup de midi à 14 h là-dessus. Voilà. Je vous ai dit que vous étiez en train de me parler comment la situation perdure. La situation est en train de perdurer et notre assemblée ici est improductive. Bon, Monsieur Samuel, voilà, il y a aussi une situation très pertinente concernant la requête qui est présentement à la Cour constitutionnelle. Est-ce que pensez-vous qu'avec cela, avec la proposition également que vous venez de dire que la présidence doit revenir à Dimbélé, est-ce que cela sera coïncident? Le dossier qui est pendant à la Cour constitutionnelle, monsieur le journaliste, n'est pas lié à la répartition des postes, mais plutôt c'est une question qui est suspensive à l'action qui est ici à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée ne peut pas fonctionner de plein droit au moment où il y a encore une requête introduite à la Cour constitutionnelle. Et là, maintenant, il y a encore un danger. C'est ce que j'ai dit. Le danger, c'est lequel? Au cas où la Cour constitutionnelle se prononcerait en faveur du bureau déchu, monsieur le journaliste, vous me donnerez raison. On va couper court à tout ce que nous sommes en train de dire ici. Et l'honorable Daniel Lukusa reprend de plein droit son poste à l'Assemblée provinciale comme président. Parce que et il organise les élections. À ce moment-là, vous savez, comme vous le savez, tout le monde le sait, les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Alors, c'est pour cela qu'il aurait fallu d'abord peut-être attendre la décision de la Cour constitutionnelle ou encore mieux, faire en sorte qu'on puisse retirer cette plainte. Et on pourra entamer maintenant les démarches d'organiser les élections du bureau définitif. Sinon, cette action-là peut casser tout ce qu'on est en train de mener comme démarche en ces lieux, parce qu'au cas où l'autre serait réhabilité, il n'y aura plus de recours. Et tout ce qu'on a entendu de la réconciliation entre les députés, ça n'aura pas aussi d'effet. Ils ne se sont pas du tout réconciliés. Pour moi, je trouve ça comme si c'était vraiment un non-événement. Ils se sont réconciliés au moment où le dossier est encore à la Cour constitutionnelle. Ça n'a rien à voir avec les dossiers qui à la Cour. Le mieux à faire, c'est retirer la plainte ou bien attendre la décision de la Cour. Mais se réunir ici, vous allez vous réconcilier. Vous n'allez pas trouver la solution car le dossier est encore pendant à la Cour. Donc, la meilleure solution est que nos députés trouvent une voie de sortie. Nous sommes dans l'impasse pour le moment. Nous sommes dans une impasse. L'Assemblée ne fonctionne pas. Ailleurs, on fonctionne. Ça, c'est la session budgétaire. Il ne nous reste que l'unique mois de novembre. Si au mois de décembre, on va clôturer la session budgétaire. Comment est-ce qu'on doit voter le budget de la province pour l'exercice 2026? C'est un problème. Au niveau de l'aspect de l'administration de notre Assemblée, j'ai dit bien sûr que notre Assemblée est improductive. L'Assemblée est improductive dans le sens où on venait de perdre toute l'année 2024 sans voter un seul édit. 2025 aussi vient de s'écouler. Et 2026, c'est l'année qui nous reste jusque-là. L'année 2026, on n'a pas encore, non, excusez-moi, je sais de quoi je parle. On n'a pas encore un bureau définitif jusqu'ici. On ne sait pas si on peut aller jusqu'en 2026 sans trouver ce bureau, ce consensus. Maintenant, l'année 2027, c'est l'année préparatoire des élections. En 2028, c'est l'année électorale. Donc, on n'a plus assez de temps. Notre Assemblée devrait compter d'abord sur le bureau d'études. Voilà pourquoi, alors, je souhaite que nos députés puissent charger le bureau d'études de faire son travail. Le bureau d'études, c'est le poumon de l'Assemblée. Le bureau d'études n'est pas là tout simplement pour rester au bureau. Non. Le bureau d'études doit être sur terrain, chercher. Il joue le rôle des conseils et les recherches. C'est pour cela qu'à notre époque, en dehors de la prime mensuelle, ce qu'on appelle communément salaire, en dehors de la prime mensuelle, on nous donnait aussi
une petite prime qu'on appelait la prime de technicité. Et à cette époque-là, pour vous encourager. Pour la prime d'encouragement, bien sûr, 15 000 seulement. Vous touchez votre salaire, votre prime mensuelle, et vous touchez également la prime de technicité. Cette prime-là est nécessaire pour vous aider à trouver du papier, à trouver les moyens de transport et à mener des recherches. Donc, le bureau d'études doit faire les recherches et produire du travail à l'Assemblée. Et tous les honorables députés sont censés consulter le bureau d'études. Le bureau aussi, à part cela, le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, oui, mais le contrôle n'avait pas été facilité par le bureau sortant. Hein? À ce que je sache, moi, je suis à la division provinciale des relations avec le Parlement. Je ne sais pas qu'il y a même une seule fois que le gouverneur Moïse Kamboulou a déjà été contrôlé. Je ne sais pas si ça existe. Même quelques membres de son gouvernement ont été contrôlés dans leur secteur. Le contrôle dont je parle ici, c'est le contrôle d'exécution du budget. Et ce contrôle est trimestriel. Donc voilà, nous allons à présent aborder la question relative à la gestion de la province du Kassai central sous les mains de Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, gouverneur des provinces. Il y en a pour votre gouverne qui estime que le gouverneur semble être figurant. Il ne fait absolument rien de ce qui lui caractérise comme un bon dirigeant, un bon gouvernant. Il est dans la supervision, il n'a rien produit près d'une année et une autre classe estime que c'est un meilleur gouverneur. Il est une personne ou un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comment vous êtes de quel côté et comment analysez-vous cela? En tout cas, merci de la question. Cette question, je pouvais peut-être l'éviter, mais comme nous sommes devant votre plateau, je dois quand même placer un petit mot. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux camps dans la province, bien sûr. Il y en a qui soutiennent le gouverneur Moïse Kamboulou, qui disent qu'il doit continuer à travailler avec nous. Il y en a qui disent qu'il doit partir, il doit quitter, il n'a pas d'initiative. Maintenant, moi, si je m'arrangeais du côté de ceux qui veulent son départ, mais ceux qui veulent son maintien au pouvoir vont dire que ce monsieur-là n'a pas bien parlé. Et si je disais aussi qu'il soit maintenu, ceux qui souhaitent son départ ne seraient pas aussi d'accord avec moi. Mais ce que je sais du moins que dans la gestion au quotidien de la province par son excellence Joseph Moïse Kamboulou, il parle beaucoup de choses, mais sans rien produire sur terrain. Les actions ne suivent pas. Il y a beaucoup de discours. C'est un bon gouverneur, courageux, il parle. Il avait amené un bon discours, un meilleur programme d'action à l'Assemblée provinciale. Et ce programme avait été validé. Mais c'est sur base d'ailleurs de ce programme qu'on a élaboré les prévisions budgétaires. Mais je ne sais pas, le budget est exécuté à quelle hauteur. Alors, la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces autorise les contrôles, autorise à ce que les députés provinciaux, allais-je dire, puissent contrôler le gouvernement provincial. C'est pour cela que j'aurais voulu que le gouverneur des provinces quitte la distraction de faire beaucoup de discours, mais sur terrain, rien du tout. Que le gouverneur s'implique maintenant, qu'il change sa politique. Et dans la politique, dans sa gestion, bien sûr, le gouverneur des provinces, je ne l'accuse pas, mais il y en a qui l'accusent qu'il a la main mise sur l'Assemblée. La situation qui a perduré à l'Assemblée, on dit que lui est un des catalyseurs entre on lui et dit ou vous avez de précision. On dit, mais voilà, lorsqu'on en parle, vous verrez que oui, je peux amener une certaine précision là-dessus, dans le sens où je vois un gouverneur des provinces qui accepte de collaborer avec certains députés au détriment des autres. En ce moment-là, il devient un danger. Mais oui, à ce moment-là, je trouve que ce n'est pas bien. Le gouverneur est le gouverneur de toute la province. Il doit collaborer avec tous les honorables députés. Lorsque vous commencez à soupçonner certains députés qu'ils sont contre moi, ceux-ci sont pour moi, et des fois,
vous versez les invisibles aux uns, vous laissez les autres. Autre question encore, si la province avait été bien gérée, il y a certains gouverneurs qui se sont succédés depuis que nous sommes sur la ville de Kananga. Mais imaginez-vous, un gouvernement de 10 ministres. Il y a des cabinets ministériels. Je suis en train d'apprendre, vous me direz encore si j'en ai des preuves ou non, que l'actuel gouverneur paye ses ministères par tranche. On peut payer aujourd'hui 3 ministères, on laisse les autres ministères. Comment ça doit arriver? La DGCAC ne produit pas l'argent, ou bien les fonds issus de la rétrocession ne peuvent pas suffire pour payer ne fût-ce que les cabinets ministériels. Cela est contenu dans un rapport qui vous a été fourni, ou plutôt vous avez entendu que sur la rue tout le monde dire. Je suis sur la ville, je suis à la division provinciale des relations avec le Parlement. C'est-à-dire que je suis à l'exécutif et je vois aussi ce qui se passe à l'Assemblée. Donc, nous servons de tremplin entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant. Donc, ce que moi je condamne, c'est qu'on puisse commencer à servir quelques-uns au détriment des autres. En ce moment-là, on doit l'accuser d'être partisan. Donc, on doit l'accuser d'être partisan. Donc, vous partagez l'avis selon lequel le gouverneur, c'est un superviseur, un figurant. Il ne fait que faire un suivi des projets du gouvernement central et non initier ses propres projets. La question que vous me posez, monsieur le journaliste, elle est très bonne. D'ailleurs, c'est à vous de me répondre. Vous êtes journaliste investigateur. Hein? Vous faites vos investigations. Vous pouvez me dire au moins un seul projet que l'actuel gouverneur a préparé avec les fonds propres de la province. Il y a des projets des projets qui est soit en exécution. Il y en a qui me parlent peut-être de la voirie urbaine. Mais attention, il faut faire attention. Nous avons des preuves que cette voirie urbaine, c'est BESECO et d'autres organismes qui sont là que nous connaissons. Je vais aussi vous révéler un autre projet, la construction du pont qui relie la commune de Nganza à la commune de Kananga à travers. C'est hier, j'ai suivi ça à la radio avant-hier. À travers Télécom. Non, le projet a été lancé. Avant-hier, mon cher ami. Mais quand même, c'est un projet quand même de la province. C'est le projet de la province, mais qui revient un peu tard. L'unique projet que je connais de cette province, mais pourquoi alors c'est le projet Zéro Trou. S'il vous plaît, attendez, monsieur le journaliste, excusez-moi vous dire que le projet Zéro Trou, c'est le premier projet que j'ai connu en province, hein, comme effort propre issu des fonds propres de la province. Vous-même, vous savez comment le projet Zéro Trou a abouti. Je ne suis pas contre le gouvernement, mais je demande à son Excellence, monsieur le gouverneur et son équipe, de quitter la léthargie, de quitter les discours, mais de poser les actes. D'ailleurs, c'est un gouverneur qui est béni de Dieu, c'est ce que moi je pourrais dire. Il n'a fourni aucun effort pour que le maïs continue à conserver le prix jusqu'à présent. Il n'a fourni aucun effort pour envoyer peut-être les tracteurs, acheter les produits, approvisionner la ville. Mais le maïs, à l'heure actuelle, à Kananga, devrait peut-être coûter 20 000, 10 000. Le maïs est à 2 000, 2 500. Donc, c'est un gouverneur qui a le sang de pouvoir, mais qui le pose les actes. Nous voulons le voir à l'acte, selon ce qu'il a promis devant les élus du peuple au Capitole. Merci beaucoup. Cela est considéré comme votre conclusion parce que c'est une recommandation au gouverneur. Oui, c'est une recommandation. Vous avez un autre mot par contre, parce que nous terminons. Par contre, moi, avant de terminer, je ne sais pas celui qui vous a envoyé me rencontrer. Vous m'avez honoré, je dois vous remercier. Personne ne m'a envoyé. Mais comment vous m'avez reconnu? Ça fait beaucoup de jours que vous ne m'avez jamais côtoyé. Comment aujourd'hui vous êtes venu vers moi? Qui vous a dit qu'il y a un ancien cadre du bureau d'études là-bas? En tout cas. Ok. C'est à travers les recherches. C'est pour l'intérêt supérieur de notre province que nous avons essayé d'échanger avec vous. Mais je souhaite que notre province ne reste pas dans la léthargie. Nous devons évoluer. Vous voyez Fifi Masuka, c'est une dame là-bas. Elle a produit beaucoup. J'avais même entendu parler du fils que le maire de la ville de là-bas qui distribue des véhicules à la police. Est-ce que chez nous, ça peut avoir lieu? Quel jour? Nous devons quand même produire. Merci, il y a des recettes qui sont produites et nous devons aussi les mettre au profit de la population. Voilà, merci beaucoup. Nous croyons que cela est votre mot de la fin. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Merci, monsieur Marcelin Mouteba Nzembele.
Voilà. Merci d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Ok. Très chers téléspectateurs, c'est terminé pour cette émission Table Ronde qui a reçu M. Samuel Bouanga. Vous l'avez suivi intégralement. Moi, je m'appelle Patient Marcelin Mouteban Zembele. Nous vous promettons un numéro prochain avec d'autres actualités qui seront sur la table. Voilà. Abonnez-vous très massivement. Veuillez liker et aussi partager. Au revoir. Au revoir. Merci.